faire écouter une intervention de Jean-Luc Mélenchon ce soir chez nos confrères de TF1. Je sens que ça vous fait plaisir. Et qu'il le dit, s'il n'y a pas de majorité, il faudra qu'Emmanuel Macron démissionne. Proposition de Jean-Luc Mélenchon, on écoute. Les Insoumis, la réponse, il faut que vous l'entendiez clairement. Nous, je ne sais pas ce que feront les autres, mais je peux parler pour les Insoumis. Nous ne lâcherons rien. Nous n'irons dans un gouvernement que pour appliquer le programme, pardon du peu, et les gens viendront de voter dessus. Ça s'avère qu'il n'y a pas de majorité du tout. Alors, comment on sort de ça? En gesticulant, le pays est ingouvernable? Non. Et je vais vous dire pourquoi M. Macron va accepter l'alliance de toutes les droites, parce qu'il y va de son siège. Si il n'y a pas de majorité, la solution pour sortir de l'impasse, c'est que lui s'en aille, ce qui est d'ailleurs assez normal, c'est lui qui est le responsable de la pagaille. Il n'est pas vrai que le pays serait ingouvernable. Il ne l'est que si M. Macron décide qu'il doit le rester. Absurde. Pour sortir de l'impasse, il faut la démission d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous tirez cette conclusion-là aussi? C'est pas exactement ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Il a dit exactement après à Gilles Boulot, qui lui posait la question, que ça n'était pas ce à quoi il appelait. Je défends la parole mélenchonienne dans sa pureté. Non, je crois que ce que dit Jean-Luc Mélenchon Une fois n'est aussi... pas coutume. Pardon? Une fois n'est pas Je l'ai coutume. fait 28 ans, madame. Non, mais je l'ai fait 28 ans. Donc, on va rappeler votre parcours. Oui, oui, je vous fais confiance, pas de problème. Mais d'abord, le message que je fais passer, je crois que c'est ce que disait aussi Jean-Luc Mélenchon et beaucoup d'autres, dimanche, le nouveau Front Populaire peut gagner. Il peut l'emporter. Alors après, on discutera. Lundi, vous nous inviterez. Mais à ce stade, à 3 jours d'un vote, je trouve un peu piquant, voire même un peu orienté, que d'avoir une discussion d'ores et déjà en disant c'est ingouvernable et qu'est-ce qu'il faut faire et où allez-vous vous mettre. C'est un peu compromis quand on regarde les sondages Alexis Corbière. Le nouveau populaire, c'est 170 à 200 sièges. D'accord. Alors madame, derrière, il y a 49 millions d'électeurs, ils sont invités à aller voter. Il y a eu 16 millions d'abstentionnistes. On va leur parler comme des adultes. Ils vont choisir et ils peuvent encore, à l'heure où nous parlons, pour ce qui est du nouveau Front Populaire, l'emporter. Il y en a 31 nouveaux Fronts Populaires qui ont gagné au premier tour. Il y en a 281 qui sont en duel. Ils peuvent encore l'emporter. On verra. Vous me dites que c'est compliqué, vous avez raison. Mais ils peuvent le faire. Avouez que... Non, mais ce que je veux dire, c'est que... moins de 310 candidats en tout, vous voyez bien que c'est quand même difficile d'arriver à 289. Mais je veux pas des prophéties autoréalisatrices. Non, mais je vous dis juste que... D'accord. Il faut jouer la gagne. Non, mais parce que c'est une manière... C'est un film. C'est un film, la possibilité de victoire. Il faudrait presque être élu dans 90% ce qui s'est passé, des circonscriptions où vous êtes... Je vais vous dire, ce que je pense, c'est que ce pays est dans un état de tempête incroyable. Et ni vous ni moi ne peut savoir ce qui va avoir lieu dimanche prochain, de la même façon que ce qui s'est passé dimanche dernier est un coup de tonnerre. Ouais. À tel point que le président de la République, qui est censé être un des hommes les mieux informés de France, n'a rien compris. Et il a dissous en se prenant une vague qu'il n'a pas vu venir. Par ailleurs, il faut vraiment pas qu'il sente le pays. Oui. C'est une tempête. Non, mais pour vous dire que ce qui se passe, le haut niveau de participation, la colère qu'il y a dans le pays, ne se réglera pas par des astuces. Quand même, quel que soit ce qui sort dimanche. Donc moi, je me dispose, si je fais de la politique fiction, d'abord j'invite à voter, et je pense que nous pouvons gagner. Pour mettre en place une politique, celle du nouveau Front Populaire, moi je me présente sur ce programme. Mais vous, typiquement, on va rappeler quand même votre histoire. Vous êtes arrivé en tête dans votre circonscription, la 7e de Seine-Saint-Denis, mais pas avec l'investiture de la France Insoumise, qui a maintenu sa candidate face à vous, en la personne de Sabrina Ali Benali. Vous avez obtenu 49% des suffrages, et elle 36-39. Donc c'est serré, quand même. Oui, c'est un duel fratricide inutile. La tradition, c'est en général quand tu as deux candidats de gauche qui arrivent au second tour, le second il se désiste pour que toutes les forces soient mises dans les circonscriptions où il y a un danger Rassemblement National. Ouais. Je le dis à tous les gens, et à beaucoup de militants qui viennent de Paris contre moi, c'est un duel fratricide épuisant, absurde, blessant. Et vous êtes confiant que oui, mais enfin, je veux dire, par définition, quand on est candidat, un peu superstitieux, je vais pas la ramener. C'est les électeurs qui trancheront. Ce que je suis en train de dire, puisque vous prenez cet exemple, et puisqu'on parle à travers vous, aux militants insoumis, mettez l'énergie là où il y a un danger Rassemblement National, et arrêtez de casser les pieds à Daniel Simonet et à moi, retirez-vous, vous êtes derrière. Ça, c'est la règle. Mais j'observe qu'il n'y a plus de règle, que le débat fratricide, le débat fratricide domine alors que l'extrême droite est aux portes du pouvoir. C'est dire le niveau de jobardise par moment qu'on obtient. Mais je vais quand même revenir dans le cas précis. Mais si on prend au sérieux la menace d'extrême droite, et moi je la prends au sérieux. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a encore une disponibilité pour que le gouvernement, le nouveau Front Populaire soit possible et qu'une majorité soit possible. Ça dépend de la mobilisation, ça dépend de l'ordre et de la discipline, ça dépend aussi du fait qu'il y a malgré tout un système de désistement qui ouvre la possibilité quand même qu'on bloque l'extrême droite, quand même pas rien, et que nous puissions mettre en application une politique. Moi, ça, vous vous en félicitez de l'ampleur de ce front républicain? Moi, je suis à l'ancienne. Je suis vraiment, de ce point de vue-là,
face à l'extrême droite, je pense qu'il faut arrêter de jouer, les empêcher de pouvoir l'emporter. Et je suis, pour ma part, créer les conditions qu'on puisse gagner contre eux. Et s'il le faut, utiliser n'importe quel type de bulletin pour que ce soit pas eux. Certains disent que c'est un déni de démocratie. Pardon ? Certains disent que c'est un déni de démocratie. Certains, je pense, les gens d'extrême droite. Non, pas que des électeurs qui ne comprennent pas ces désistements et ces rapprochements au gré de ces désistements, ces rapprochements parfois contre nature. Voilà, non, là, je parle d'aucun rapprochement, madame. Je ne suis pas pour des combinations. Je ne suis pas pour passer un accord avec qui que ce soit. Je suis pour que quand quelqu'un n'a aucune chance de l'emporter dans un second tour ou que sa seule présence pour une triangulaire a pour conséquence de faire gagner quelqu'un d'extrême droite, on n'est pas des nigauds. On n'est pas des nigauds. Quand on se maintient, dont la seule conséquence est de faire gagner le Rassemblement national, on joue pas l'antifasciste après. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Quand je parle de rapprochement, par exemple, le cas de figure où quelqu'un de la France insoumise se désiste au profit d'Elisabeth Borne. Vous comprenez que certains électeurs ne comprennent pas ça. Mais présenté comme ça, je peux comprendre. Ils se désistent pas au profit de Madame Borne qu'on a combattu. Ils créent les conditions qu'on puisse battre l'extrême droite. Voilà, c'est tout. Non, ça revient au même. Non pas Sarane, place de la République, en disant l'antifascisme et en se maintenant, en étant quasi sûr d'avoir la défaite, en permettant de gagner l'extrême droite. Le jeu institutionnel, il est troublant. Après, on peut discuter. Moi, je suis pour une 6e République, que le système, il est foireux mais n'empêche qu'à l'heure actuelle, on va revenir à l'essentiel. Le Rassemblement national a beau se dissimuler en quelque chose de nouveau. Je connais ce parti comme les Français le connaissent. C'est un parti qui a été fondé en 1972 par des anciens de la SS, des anciens de la division Charlemagne, l'OAS, etc. C'est des gens qui sont profondément dangereux. Madame Le Pen, elle a été directrice de campagne de Jean-Marie Le Pen en 2007 à l'élection présidentielle lorsqu'il disait que les chambres à gaz c'était un détail de l'histoire. Directrice de campagne. D'accord, c'est quand même pas rien. Elle a fait campagne pour un homme qui pensait que les chambres... Non, monsieur. Directrice... Monsieur Corbière, c'était avant. 2007, élection présidentielle. Les mots de Jean-Marie Le Pen... Qu'est-ce que vous êtes en train de dire, Bruno? Je dis, vous êtes journaliste, je vous dis moi... Je vous rétablis les faits. Non, vous avez tort. En 2007, élection présidentielle, Jean-Marie Le Pen est candidat. C'est une émission plus ancienne qu'il le dit. Qu'est-ce que vous voulez démontrer? Mais je ne démontre rien, monsieur Corbière. Je vous dis juste, c'est des faits. C'est avant les mots de Jean-Marie Le Pen. Oui, mais elle est bien directrice de campagne de sa campagne de 2007. Oui, mais c'est pas pendant la campagne de 2007 qu'il le dit. Justement, il l'avait déjà dit. Justement, elle est la directrice de campagne d'un homme qui, avant, a dit que les chambres à gaz c'était un détail de l'histoire. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'heure où il est de bon ton d'utiliser le terme antisémitisme pour tout et n'importe quoi, en particulier pour des gens de gauche, il est quand même troublant qu'on oublie que cette dame, aujourd'hui, et son parti, cette dame a dirigé la campagne d'un homme qui pensait que les chambres à gaz c'était un détail de l'histoire. Je le dis, il y a 45 de ces candidats qui sont actuellement condamnés pour des histoires de racisme. Donc les Français doivent comprendre que la stratégie de l'extrême droite, s'ils venaient à prendre le pouvoir, est une stratégie de fracturation du pays. De ne pas considérer que le problème est la question sociale et le rassemblement des forces populaires pour régler les inégalités, mais de fracturer le pays autour d'autres clivages. La question des convictions religieuses, la question de la couleur de la peau, la question éventuellement de l'origine dans laquelle vous êtes, la question du fait qu'il y a des gens en situation difficile qui sont les soi-disant profiteurs, alors que ce pays est profondément blessé par les politiques de Macron, qui a creusé les inégalités. Je rappelle, c'est ce qui est dans notre programme, qu'Emmanuel Macron, chaque année, il a rendu 50 milliards d'euros aux plus riches. D'accord? Il a creusé les inégalités. Géraldine Wessner veut vous poser une question. Je vous en prie. J'y arrive. Il y a une brèche. Non, la question que je me pose, et je pense que se posent aussi les électeurs, ils ont subi depuis 2 ans une situation où il y avait déjà une majorité relative, où ça n'avançait pas, c'était un mode de gouvernement un peu brutal, à coup de 49-3, et ils ont peut-être envie de sortir de cette situation-là. Et là, vous leur dites très bien, ne votez pas RN, non, je leur dis, non, j'entends, il ne faut pas qu'ils aient une majorité absolue, c'est le message que vous passez. Mais qu'est-ce que vous leur proposez comme alternative? Parce que l'alternative proposée, c'est revenir à une situation hantée en pire, avec pas de majorité, avec des textes qui ne peuvent pas aboutir, avec on a entendu... Je vous adore. Je viens de commencer à dire qu'on peut gagner. Vous l'avez pas entendu. Je vous ai dit qu'on peut gagner. Une majorité absolue? Oui, je vous ai dit qu'il est encore possible à l'heure où on parle que le nouveau Front Populaire soit majoritaire. Géraldine n'y croit pas, visiblement. Non, mais c'est pas moi qui n'y crois pas. Attendez. Mais pourquoi faudrait croire que c'est... Il faudrait que vous gagniez dans 90% des circonscriptions où vous êtes engagés. On va laisser faire les électeurs. Mais juste, imaginons que vous ne gagnez pas. Juste sur le principe, je sais que vous ne voulez pas faire de la politique fiction, mais il y a quand même cette idée qui revient avec insistance. Par exemple, Marine Tondelier s'est dit plutôt
pas opposé au principe d'une majorité plurielle, d'une coalition allant des communistes aux républicains. Alors, sans la France insoumise... Je n'interprète pas ce qu'a dit Marine Tondelier. Mais il n'y a pas qu'elle qui en parle. Non, mais vous surinterprétez des propos de la part de gens. Je vois bien la petite musique. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que quelqu'un veut faire un gouvernement à gauche avec les républicains. Quel type de mesure peut passer dans ce type de configuration? Quel programme, quel projet demeure? Est-ce que vous pouvez proposer? Dans quelle configuration parlez-vous? Vous, ce que vous dites, c'est que cette configuration n'existera pas. Non, moi, ce que je veux dire, c'est pour ça que, pardon, j'espère, je suis pas en train de jouer avec vous. C'est que ça me passionne de voir dimanche soir, on va pouvoir réfléchir. Mais de grâce, ne plaquons pas les 48 heures qui restent avant ce vote en étant d'ores et déjà dans une interprétation, une spéculation. Je dis que tout est ouvert. Et je dis même aux Français, vous savez quoi? Oui, l'extrême droite peut gagner dimanche. C'est possible. Mais nous aussi, nous pouvons gagner. Il reste 24 heures, en l'occurrence, de plein et entier débat. Et je vous remercie de m'inviter. Discutons de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une aspiration, il y a une colère terrible. Et il y a une aspiration aussi à la justice, à l'égalité. Je le vois, moi. Donc, on travaille à ça. Bon, et il faut créer les conditions que ce soit possible. Mais je vois bien aussi, je suis pas idiot, que l'extrême droite est en situation dynamique et que j'allais dire une méchanceté, Emmanuel Macron a cru subtil de dissoudre au soir d'une victoire électorale européenne pour créer sans doute les conditions de la victoire de l'extrême droite. Cet homme est irresponsable. Il y a un personnage disqualifié aujourd'hui, haï sans doute dans le pays, c'est Emmanuel Macron, je le vois avec une force incroyable. Donc ce centre, cette droite est broyée entre deux puissances, l'extrême droite et le nouveau Front populaire. Qui va l'emporter? Ben voilà, laissez faire le match. Et les téléspectateurs ont beaucoup de questions. Vous savez que vous scannez un petit QR code et vous posez directement des questions. Alors une question de Didier qui pose la question suivante. Le nouveau Front populaire va-t-il survivre après cette élection? J'ai l'impression que le vernis commence déjà à craquer. C'est la question que beaucoup se posent. Est-ce qu'on va vers un NUPES 2 qui ne fonctionne pas? Je ne peux répondre qu'en mon nom, que pour ma part, je ne pense pas que le Front populaire doit être un coup tactique à l'occasion de cette élection, mais bien une alliance stratégique qui dure. Parce que face à la puissance de l'extrême droite, il faut que l'ensemble des forces qui composent le Front populaire restent unies. Avec Jean-Luc Mélenchon. Il y a un enseignement. Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis sont une composante de ça. Vous avez vu ce qu'ils disent les uns des autres? Non mais sont une composante de ça, et malheur à celui qui voudrait amputer le nouveau Front populaire d'une de ses composantes, dont les Insoumis. Et vous savez bien, le type de relation que je peux avoir, j'ai subi moi, il y a 15 jours, quelque chose de vraiment pas cool, certes, mais vous voyez que je garde le cap. L'intérêt général n'est pas mon histoire personnelle, c'est une sottise qui a été faite. Sauf que tous ne sont pas comme vous, visiblement. Vous avez eu François Ruffin a déjà décidé de claquer la porte. Il a dit qu'il ne siégera pas au groupe La France Insoumise. Christophe Bex, député LFI sortant, est proche de François Ruffin. Prend lui aussi ses distances. Non, ça prouve qu'à l'intérieur même de ce groupe, il y a déjà des fissures. Soyez précis pour les téléspectateurs. Le Front populaire doit rester uni. Le Front populaire, c'est une composante de différents partis. Là-dedans, je considère que du Parti socialiste, Parti communiste écolo et Insoumis doivent rester unis. Après, vous m'interrogez sur est-ce que François Ruffin, ou peut-être même vous pouvez me poser la question, est-ce que vous êtes encore au sein des Insoumis? François Ruffin a donné son opinion. Moi, j'interprète, mais je suis un peu bas de plafond peut-être, le fait qu'il y a 15 jours, 3 semaines, uniquement par un mail, on me met dehors, pas tellement comme un signe qu'on ait envie que je reste là-dedans. Il n'a pas subi la même chose que vous. Non, mais j'entends bien. Mais ça, à la limite, on s'en fout. Si je suis élu, j'irai siéger parmi les députés Front populaire. Ah bon, et à ce stade, mais bien sûr, madame, je vais siéger où sinon? À la buvette, dans le jardin de l'Assemblée? Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, en l'occurrence, c'était une question que je voulais vous poser. Vous ne l'avez pas, l'investiture nouveau Front populaire. Donc vous allez quand même siéger dans cette entité-là? Mais bien entendu, mon programme, c'est celui du Front populaire. Il n'y a pas je suis soutenu, si vous avez suivi sur les réseaux, par Fabien Roussel, Olivier Faure, les écologistes, Génération, etc. Tout le monde considère dans ma circonscription, allez voir sur Twitter, que le candidat du Front populaire, c'est moi. En raison des mauvaises manières qui m'ont été faites. La pertinence de la question. Mais je la prends. Mais merci Tout le monde Didier. sauf une personne, visiblement, de taille. D'accord, mais je veux dire, à la fois, elle est très importante, mais elle n'est pas non plus indispensable. On peut vivre sans elle. Ok, donc et puis même, elle nous a invités à faire mieux. J'essaye de faire mieux. Vous vous inscrivez dans ce... Mais il va de soi, tout le monde le sait, tout le monde me connaît. Vous savez, c'est comme le camembert pour salut, c'est marqué sur la boîte, Corbière. Il a été NUPES, il est Front populaire. Je vais pas me déguiser en autre chose. Je sais pas faire autre chose qu'être un homme de gauche. Mais est-ce que vous pourriez fonder un nouveau parti, par exemple, avec François Ruffin? Il y a une autre discussion sur laquelle, là aussi, je vais vous apparaître comme je pense que ce que vous dites est un chemin qu'il va falloir prendre pour la suite. Maintenant, que je sois élu
ou battu, c'est pas la même chose. Que François Ruffin soit élu ou battu, c'est pas la même chose. Que Daniel Simonet soit élu ou battu, c'est pas la même chose. Pour créer un parti, on n'a pas besoin d'être élu. Non, j'entends bien, mais c'est le symbole politique et la dynamique que ça crée. Là-dessus, vous pouvez me faire confiance, donc, Pablo. Potentiellement... Je milite depuis l'âge de 16 ans, j'en ai 56 et j'étais pas élu pendant longtemps. Donc potentiellement un nouveau parti au sein de ce nouveau Front populaire, avec les purgés de la France Insoumise, par exemple. Mais pas seulement, j'en sais rien. Et puis par ailleurs, il peut même y avoir un débat au sein de la France Insoumise d'un vent de colère sur ce qui a eu lieu aussi. J'en sais rien. Mais je pense qu'effectivement, je reprends le mot, y compris de Jean-Luc, il faut faire mieux. Faire mieux, c'est pas pareil. C'est pas nécessairement avec les mêmes personnes et avec les mêmes méthodes. Ça, j'en suis convaincu. Et j'ai une conviction. Il n'y a pas de gauche sans démocratie. Et on plaide pas pour la 6e République si on fonctionne comme une petite principauté. Donc vous dites qu'à terme, la question devra se poser. Kevin. D'abord, pas perdre le cap. L'ennemi, c'est l'extrême droite. Dimanche, allez voter. Quels que soient les candidats nouveaux Front populaire, votez pour eux. C'est des femmes et des hommes de qualité. Et partout, s'il n'y a plus de Front populaire, hélas, battez l'extrême droite. Elle fera mal au pays, elle cassera la France. Alors précisément, Kevin vous interpelle et dit: pourquoi ne pas respecter le vote de plus de 10 millions de Français qui ont voté Rassemblement National? La démarche du NFP me laisse perplexe. À part casser le RN, je ne vois pas de programme. Mais bon, écoutez. Non mais attendez, moi je vous lis les questions. Il s'appelle comment notre Kevin, cher Kevin, allez sur le site. Je comprends, je respecte Kevin. Il est sans doute. Il y a effectivement un programme du nouveau Front populaire. Il est là, il peut le lire, il peut même considérer qu'il est nul, mais lisez-le d'abord, Kevin. Je vous en prie, lisez-le de la même façon que moi, je lis le programme du Rassemblement National. Aussi, je m'intéresse à ça. Deuxièmement, je ne suis pas pour empêcher le Rassemblement National. Il se présente aux élections. Il y a des électeurs. Vous savez, moi, je suis originaire du sud de la France. Je suis noyé dans mon entourage personnel de gens qui votent RN. Je les connais, je discute avec eux. Mais il s'avère, je ne suis pas d'accord. Je ne souhaite pas que cette famille politique dirige ce grand et beau pays que j'aime, la France. Moi, j'aime la France républicaine, la France civique, la France de l'égalité des droits. Je n'aime pas quand on commence à regarder les gens et à considérer que telle ou telle appartenance culturelle n'est pas vraiment de chez nous, que telle ou telle couleur de peau n'est pas vraiment... Et je n'aime pas cette manière d'envisager la France qui, selon moi, ne correspond pas à l'idée grande que je me fais de ce pays. Et puis le Rassemblement National, je les ai vus à l'œuvre. J'ai présenté un projet de loi à l'Assemblée nationale pour l'augmentation du SMIC. Ils ont voté contre. Je les ai vus quand je demandais un plan d'urgence pour la Seine-Saint-Denis, pour l'école de 353 millions. Ils ont voté contre. Je les ai vus préférer mettre l'uniforme à l'école, 2,4 milliards pour l'uniforme à l'école, et me refuser 353 millions pour qu'on ait des professeurs en Seine-Saint-Denis. Ce sont des menteurs. Ils captent en quelque sorte la colère légitime qu'il y a dans le pays pour la détourner vers autre chose. Donc c'est la vieille ruse de l'extrême droite qui se présente comme une force qui va changer les choses, mais qui profondément en vérité veut maintenir comme le rappelle Kevin, ils sont plus de 10 millions de Français à avoir voté pour le Rassemblement National. Et alors Kevin, quand même il prendrait le pouvoir, je serais toujours pas Rassemblement National, c'est pas un argument. Il y a une autre question d'Alexandre. Alors lui, il a lu le programme du Nouveau Front populaire, mais il dit la chose suivante: je ne comprends pas la politique économique du NFP. Elle risque de faire fuir les investisseurs et les plus riches, et donc de mettre en danger les classes moyennes. Ça, c'est une crainte. C'est l'inverse. Partagée par pas mal de gens. C'est l'inverse. Je reprends l'argument. Ce qu'a fait, lisez le programme économique du Nouveau Front populaire, qui est un grand programme de qualité. Ce qu'a fait Emmanuel Macron, je l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez laissé passer, mais 50 milliards d'euros en moins de recettes qui ont été rendues aux plus fortunés, soi-disant pour le ruissellement qui n'a produit aucun effet. On a creusé la dette. Alors qu'avec cet argent, ces 50 milliards d'argent public, on peut en faire des choses. J'ai parlé de l'école. On a creusé la dette notamment pour protéger les Français pendant la crise. Non, pas du tout. Ça, c'est des éléments de langage. Mais l'attractivité économique de la France est améliorée. D'accord. Pardon. Les investissements étrangers sont en hausse. Vous avez le sentiment que la France va mieux. Le nombre d'emplois créés est en hausse. Oui, non, mais attendez. Premièrement, non, mais ça aussi, le nombre d'emplois créés. Quelle est la qualité, la nature de ces emplois? On a des emplois de plus en plus courts, de plus en plus précarisés. Pour vous, ça peut sembler un détail parce que vous n'êtes pas vous-même précarisé et court. C'est pas un détail, M. Corbière. Donc c'est fondamental. On ne discute pas de la. On est passé d'une situation où il n'y a pas de création d'emplois à une situation où ils sont créés. Mais je vous répète. Oui, mais je vous répète que la colère, elle vient du fait que vous pouvez montrer des chiffres, ce qui est vrai d'une certaine manière, qu'il y a plus d'emplois. Mais s'ils sont des emplois extrêmement, des contrats courts, vous mettez les gens dans une situation de tension et d'indignité. Les gens, ils ont le sentiment, vous savez pourquoi ils votent RN, pour certains, c'est qu'ils se sentent humiliés, méprisés. Sans parler de dire, mais t'as un petit boulot, c'est rien. Alexis Corbière. Mais l'attractivité de la France, elle est là, de toute manière. Arrêtez. On va essayer de répondre à la question qui était posée. Qu'est-ce qu'on a gagné, pardon? Excusez-moi. Comment avec vous, ça ne... Mais non, mais si, mais il faudrait répondre à la question d'Alexandre plutôt que de renvoyer au programme du Rassemblement National. Vous lui dites quoi? Mais je parlais pas du programme du Rassemblement National, je parlais de mon c'est ce que vous venez de faire. Mais en quoi vous protégerez les classes moyennes? Et d'ailleurs, c'est quoi les classes moyennes pour vous, Alexis Corbière? D'ailleurs, je repose la question, c'est quoi la classe moyenne pour le monsieur?
Parce que moi, je sais pas ce que c'est une classe moyenne. Vous voyez, vous me posez. Malheureusement, il n'est pas là pour nous répondre. Non, mais ça, c'est du baratin. Les classes moyennes, je sais pas ce que c'est. Parce que moi, vous savez, avant d'être député, je suis prof de lycée professionnel. Pendant 22 ans, je gagnais 2300 € par mois. Est-ce que je suis classe moyenne? Je sais pas. Mais 2300 € par mois, après 22 ans de prof, eh ben, laissez-moi vous dire qu'en région parisienne, quand on a 3 enfants, c'est dur. D'accord? Donc c'est pas si moyen que ça. Et en vérité, ces mots de classe moyenne, c'est un discours idéologique pour dire qu'il y a les ouvriers employés, mais ceux qui sont un peu au-dessus, vous n'êtes pas vraiment dans la même classe sociale. Pour moi, il n'y a qu'une classe de travailleurs, les salariés. Et que les salariés ont des intérêts communs. D'accord? Donc ce mot de classe moyenne, c'est un discours idéologique pour séparer les gens. Les ouvriers sont de classe moyenne, c'est pas un discours idéologique. Enfin, c'est la classe moyenne qui est quand même liée au revenu. Donc la classe moyenne n'existe pas. Il y a une classe sociale salariée. On va prendre un exemple. Vous proposez un SMIC à 1600 €, qui peut parler à tout un électorat urbain. Moi, j'ai fait pas mal de tours de circonscription récemment et j'ai vu beaucoup alors soit d'employés, soit de petits patrons. La majorité de l'emploi en France, elle est dans des TPE. Petites entreprises. Et ils me disent, mais moi, 1600 € le SMIC, ça veut dire que ce que je fabrique, il faudra que je l'augmente de 20%, je ne vais pas pouvoir, je vais perdre mes contrats. Qu'est-ce que vous leur répondez? D'accord. Donc premièrement, ils ont tout à gagner à l'augmentation des salaires. Qu'est-ce que c'est souvent la petite entreprise, le petit commerçant, de quoi il a besoin? Que le carnet de commandes soit rempli et que les gens y consomment. Le petit commerçant, le coiffeur, qu'est-ce qu'il a besoin? Que éventuellement le pouvoir d'achat augmente pour qu'on aille se faire une coupe supplémentaire. Je dis cet exemple où on va un peu plus à l'épicerie. Donc vous savez, l'économie, c'est de la tuyauterie. Si vous mettez une augmentation de salaire et plus de pouvoir d'achat, d'un seul coup, ça relance l'économie. Non, mais maintenant, si vous fabriquez des embouts de chaussures et que vous devez en vendre, vous en vendez un certain nombre, il faudra bien que vous augmentiez le prix de vos embouts de chaussures pour augmenter les salaires. J'ai bien compris. Donc, si vous lisez notre programme, nous avons un système soit de prêt à taux zéro, soit aussi de péréquation dans des entreprises qui sont parfois sous-traitantes. Parce que, je vous laisse dire, et on peut pas, et vous le savez aussi mieux que moi, souvent le SMIC s'est concentré dans certains types de professions qui sont smicardisées, en particulier la restauration, en particulier souvent des grands groupes qui font des taux records. Mais on peut imaginer, comme nous le proposons, un système avec quelque sorte de péréquation et d'aide dans un fonds qui permet d'aider dans un premier temps les premières années, ce que nous proposons, que des entreprises puissent augmenter les salaires, le temps de relancer l'économie, et vous verrez qu'en l'espace de mois. Mais ce qui est une usine à gaz, c'est à l'heure actuelle, c'est la baisse des salaires. Le système actuel, est-ce qu'on peut interroger... Et après, il y aura la question de Cédric. La relance de l'économie, vous savez, ça fait du bien. Quand vous augmentez les salaires, vous relancez l'activité économique. Les gens consomment, et en particulier les petites entreprises, les TPE, PME, en profitent. Le problème, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais je vais arrêter là, c'est que sur les milliards qui ont été redonnés aux entreprises, c'est pas aux entreprises, c'est aux grands groupes, avec un nombre de dividendes et des valeurs de dividendes qui sont records. Et ça ne profite pas à la TPE, PME, le fait que vous ayez des dividendes records qui soient donnés. C'est ça le problème, c'est qu'en vérité, la politique de Macron, elle est anti-économique du point de vue des TPE, PME. C'est la même discussion sur les classes moyennes. Les gens disent les patrons. Il n'y a pas les patrons. Moi, le petit patron du coin, c'est pas la même chose que celui du CAC 40. Il a même des intérêts totalement divergents. Et le premier problème du petit patron, souvent, c'est le grand groupe du CAC 40, dont parfois il est entreprise sous-traitante. Alors, on a un cas concret. Alors, une correction de tableau et ensuite la question de Cédric. Une correction par rapport à ce qu'a dit Géraldine. Tu as dit la majorité des employés en France sont genre dans des TPE. C'est faux. Les TPE, c'est à peu près 15%. Non, mais TPE, PME. Alors, justement, alors c'est 15%, c'est pour les TPE, 35% pour les PME, le reste, qui est majoritaire, donc, c'est les fonctionnaires et les grandes entreprises. Donc, c'est pas tout à fait juste ce que tu dis. Les libéraux. Un cas concret, la question de Cédric. Je suis médecin généraliste, nous dit Cédric. Si le NFP passe, je peux vous assurer que je vais moins travailler. Leurs augmentations d'impôts sont insensées. Que répondez-vous à cette crainte-là d'une fiscalité qui explose? Bon, déjà, nous, notre révolution fiscale, c'est créer des conditions que 90% des Français payent moins d'impôts et que les plus riches y participent davantage. Donc, je ne sais pas combien se gagne ce médecin. S'il travaille bien, il gagne peut-être certaines... Donc, ce médecin généraliste est dans les plus riches, probablement. On ne sait pas, ni vous ni moi, combien il gagne. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que notre programme, il est franc du collier. Pour que tout le monde vive mieux, il faudra sans doute que les plus fortunés, je ne sais pas si je parle de ce médecin, eh bien, il paye un peu plus d'impôts. Qui paye un peu plus d'impôts. Voilà. Vous savez, moi je suis républicain. Le mot de républicain n'a aucun sens si c'est pas à un moment donné la volonté de faire chose commune, de faire société commune. Et on peut pas vivre dans un océan d'inégalités si une minorité de gens captent les richesses et que ce n'est pas partagé. Quand j'évoque tout à l'heure... Géraldine Vossner, on vous entend, vous êtes dissipé. Quand j'évoque tout à l'heure le fait qu'éventuellement nous, sur les 50 milliards chaque année qui ont été de moins de recettes, on espère en récupérer entre 15 et 30 milliards. Moi, vous m'avez laissé dire, je comprends, on a plusieurs sujets à aborder, l'école, c'est la base de tout. Faut reconstruire l'école, l'hôpital.
c'est la base de tout. Les Français savent que l'hôpital public est particulièrement abîmé. Il faut créer les conditions que les services publics se rapprochent des gens. Pour quelle raison, dans 91% des communes, les gens votent RN? Pourquoi ce sentiment de relégation? Pourquoi ce sentiment qu'ils n'ont plus accès à rien? C'est sans doute parce qu'en vérité, les services publics, le bureau de poste, toute une série de choses, ont fermé. Et l'arrogance de toute une série de gens qui en ont rien à foutre de la souffrance des gens a créé les conditions de cette révolte. Il va falloir investir dans le pays. Et il va falloir que les plus riches nous aident à investir. Et s'ils aiment la France, ils vont le faire avec fierté et ils vont payer plus d'impôts pour que... Mais ce dont je parle... Comment vous expliquez alors, Alexis Corbière, qu'on entend quand même assez régulièrement, même si beaucoup s'accordent à reconnaître la franchise et le fait que vous assumez que c'est un programme économique de rupture, on entend aussi beaucoup dire, et pas que par des économistes de droite, que ce sera impossible à financer et que ce sera une fuite en avant. Est-ce que vous dites, pardon, c'est pas ce que disent les économistes? Si, on l'entend, Alexis Mais les mêmes économistes ont considéré que le programme d'Emmanuel Macron était le Mozart de la finance. En fait, c'est le tocard de la finance. On voit où on en est. Et les mêmes économistes, vous savez ce que c'est le programme de Jordan Bardella? Ce que je comprends pas, c'est que chaque fois que qu'un programme de gauche se présente, il est passé au crible. Et vous cherchez tous les économistes. Par contre, sitôt qu'un homme arrive. Alors, on fait la même chose pour le Rassemblement national et toutes les représentations politiques. Qu'Emmanuel Macron a échoué économiquement, que les inégalités ont continué à se creuser, que l'investissement public n'est pas à la hauteur des attentes des Français, alors qu'on nous l'a présenté comme le champion du monde. Enfin, vous direz que le chômage baisse, je reprends les propos de Bruno Jeudi, alors comment on baisse depuis des années à l'heure actuelle. Moi, sur le chômage, j'ai dit tout à l'heure, on pourrait faire une émission spéciale là-dessus. C'est que le problème des chiffres et de la création d'emplois, si vous créez, on n'a jamais eu autant de contrats courts, autant de contrats à durée déterminée. Vous pouvez présenter des chiffres qui sont flatteurs, mais pour ceux qui le subissent, en vérité, c'est une situation de tension, une incapacité à se projeter dans l'avenir, et ça crée des conditions. Alexis Corbière, une réaction à cette dernière information qui vient de nous parvenir. Il y avait des élections législatives au Royaume-Uni aujourd'hui. Les travaillistes remportent très largement les élections législatives. C'est une première depuis 14 ans et les conservateurs subissent leur pire défaite depuis le début du XXe siècle. Une réaction à ça, ça vous fait plaisir, j'imagine? Ils nous ouvrent la voie. Mais ce sont pas les plus modérés des travaillistes. Quoi? Mais ils sont passés entre-temps par Boris Johnson, et surtout les travaillistes, ils ont beaucoup travaillé sur leur programme et sur leurs candidats, en adoptant plutôt un programme plus modéré qu'ils n'avaient il y a quelques années, où ils ont été balayés plusieurs fois. Et mais vous savez, ils ont fait l'inverse de ce que voudrait Alexis Corbière. Bruno Jeudi, vous êtes un homme cultivé. Le programme actuel que nous présentons est sans doute plus modéré que celui du programme commun et de François Mitterrand en 1981. Ne jouez pas à l'éventail, à l'épouvantail. Mais moins modéré que celui de 97. Mais d'accord, mais en 81, nous avons remporté une victoire, c'est, je dis nous, façon de me projeter dans l'histoire, qui quand même a amené une 5e semaine de congés payés, l'augmentation du SMIC, etc. Enfin, je veux dire, ça a toujours été... chaque fois que la gauche présente un programme, il était réalisable. Il va produire la faillite. Oh là là, il faut en 2012, il a gagné avec un programme moins dépensier. Pardon, mais il a produit de la dette. Le dernier budget équilibré, c'était en 74. Pardon, mais la dette, Nicolas Sarkozy l'a creusée, Emmanuel Macron l'a creusée. D'accord. Alors donc c'est pas la gauche. Et par ailleurs, la dette, il y a de la bonne dette et de la mauvaise dette. Investir dans certaines choses, c'est bien pour le pays. Là aussi, sur ce débat sur la dette, je répète, un pays, c'est pas un ménage. Un pays, c'est dans quoi on investit. Faut investir dans l'industrie. Faut que l'industrie, dans quel secteur on relocalise, dans quel secteur on dit on a des projets qui sont des projets qui se projettent vers le 21e siècle. Arrêtez, c'est l'inverse. Non mais je vous dis, c'est factuel. Là, mais je veux dire, on a aujourd'hui, elle est très faible. On a très faible. D'un point de vue écologique, on a des chantiers immenses. Est-ce qu'on investit? Pas seulement dans une logique d'investissement avec un rendement privé immédiat. Est-ce qu'on se dit qu'on est un grand pays qui, par sa puissance, par la capacité d'avoir des travailleurs éduqués, peut montrer l'exemple pour résoudre des problématiques qui sont de dimension mondiale? Je comprends pas, parce que vous êtes allié avec un parti qui, lui, est décroissant et dit qu'il faut justement décroître, désinvestir, ne pas réindustrialiser. Enfin, c'est... Non, vous suivez pas ce qu'il a raconté. Non, je veux dire, la décroissance, c'est considérer justement qu'il y a des secteurs économiques dans lesquels investir ou fabriquer ne sert strictement à rien. Voilà, il y a des choses qui sont totalement socialement, écologiquement inutiles. Peut-être que ça rapporte, mais c'est inutile. Et il y en a d'autres qui sont indispensables. Et qu'il ne faut pas produire seulement pour le rapport à l'argent. Parce qu'il y a des choses, y compris l'existence même de ces produits un peu inutiles, détruit la planète. Donc cette réflexion-là, qui n'est pas seulement
porte-monnaie, combien ça rapporte, mais comment on se projette dans quelque chose qui est aujourd'hui d'intérêt général, à savoir comment on fait face au dérèglement climatique. C'est ça que ça veut dire. Allez, non, faut qu'on avance, Bruno. On a terminé peut-être. Pour revenir sur les travaillistes anglais, vous aurez observé quand même qu'ils gagnent quand ils prennent un programme plus modéré de gauche qu'un programme plus radical. J'observe surtout qu'ils gagnent à l'heure actuelle. Non, mais ce que dit Bruno est important. Mais ils roulent à gauche, les Anglais, comme ça, vous voyez. Mais non, mais je veux dire, qu'est-ce que vous voulez? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand même le barycentre de la gauche, quand il est trop radical, il ne gagne pas. Mais ça, je sais. Mais Bruno, je dis, vous répétez ça. Ça, vous allez nous dire qu'on aura la réponse dimanche soir. D'accord. Mais le barycentre de la gauche, et je connais quand c'était François Hollande, je veux dire, franchement, son bilan, même si je vois qu'il va peut-être revenir à l'Assemblée nationale, a créé les conditions d'une défaite historique de la gauche. Entendez bien que face à la puissance, on va terminer là-dessus, face à la puissance de l'extrême droite, et à l'exigence de changement, si la gauche, si elle venait en responsabilité, ce que je souhaite, ce qu'elle fait, c'est une politique extrêmement Michel-Michou. Alors nous donnons les clés du pouvoir à l'extrême droite à l'échéance suivante. Les gens, ils veulent que ça change. Ils veulent que ça change. Ils en ont assez des demi-mesures. Ils veulent que leur lendemain, ils croient pas au grand changement total, ils sont pas idiots. Mais ils veulent que ça change, qu'on vive mieux, que le travail paye, que l'école éduque bien les enfants, que l'hôpital soigne. Est-ce que ça c'est possible? Mais il faut le faire vraiment. Et ils voient bien qu'il y a des gens qui profitent du système. Ça, un programme économique qui le met en œuvre, permettra de faire reculer concrètement l'extrême droite. Allez, parlons de ces... Ça ne va pas vous plaire, mais c'est un sujet qui revient beaucoup dans les questions que nous recevons, les commentaires aussi, ces rivalités entre Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin. François Ruffin qui a donc consommé la rupture ce matin en qualifiant le leader, j'allais dire le leader de la France Insoumise, vous allez me dire que c'est plus le leader de la France Insoumise, en qualifiant Jean-Luc Mélenchon de boulet et d'obstacle au vote. Jean-Luc Mélenchon lui a répondu ce soir, il était chez nos confrères de TF1 et on écoutera dans la foulée ce que pense de tout ça Olivier Faure. Une élection aussi dangereuse n'est pas le moment de régler des comptes personnels. Et lui, en particulier, se met en danger parce que quand il dit « moi je quitte les Insoumis », alors même qu'il est sur une circonscription qui a été attribuée aux Insoumis et qui l'ont investi, les gens qui votent ne savent plus pourquoi ils votent. Alors, je pense qu'il se met en danger et il a tort. Il y a une règle de météo politique, Gilles Boulot. Quand le vent souffle fort, il emporte aussi les girouettes. Moi, je souhaite que François Ruffin soit élu la semaine prochaine, enfin cette semaine. François Ruffin est une grande voix et il a été de ceux qui ont beaucoup apporté dans la législature qui vient de s'écouler. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est un boulet? Et donc, si la question est de savoir si Jean-Luc Mélenchon sera Premier ministre, la réponse, je la répète, je la renouvelle, il ne sera pas Premier ministre parce que l'époque n'appelle pas à quelqu'un de clivant. Nous avons besoin, au contraire, d'une France qui s'apaise. Nous avons un pays qui est fracturé comme jamais. Nous avons besoin de quelqu'un qui, au contraire, permette de recoudre le lien social, faire en sorte que nous puissions toutes et tous nous retrouver. Alexis Corbière, vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon qui dit une élection n'est pas le moment de régler des comptes. Jean-Luc, super. Si tu m'écoutes, t'es un champion. Je crois que ça veut dire, c'est peut-être que je vais recevoir une lettre d'excuse de sa part de nous avoir purgé tous les 5. Oui, Jean-Luc, si tu m'écoutes, une élection n'est pas le moment quand l'extrême droite menace de régler ses comptes. Et ce qui s'est passé à notre rencontre est strictement honteux. Deuxièmement, vous ne vous êtes plus du tout reparlé depuis? Non, on s'adore. On est en train de se taper sur le ventre, madame. Non mais franchement, est-ce que c'est le moment de blaguer? C'est une question qui se pose. Est-ce qu'il n'y a pas eu de tentative de paix? Je ne sais pas. Je vous pose la question en fait. Est-ce que vous avez essayé d'aller vers lui pour discuter? Non. Non mais une fois plus, je veux pas participer. Raquel Garrido s'est retiré. Ils n'ont pas eu la noblesse de retirer votre. Je commente pas. Mais ce que vous dites et vous parlez d'or. Moi, je veux pas participer au Mélenchon bashing là. Quand l'extrême droite menace. Mais je vous dis qu'après 28 ans d'engagement à ses côtés, depuis avril 1996, c'est un simple mail avec un tableau où j'ai appris que je n'étais pas reconduit. Chacun jugera ce type de méthode qui, si elles étaient utilisées dans l'entreprise privée pour écarter des gens, seraient sévèrement jugées par des syndicalistes et des gens de gauche. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit ça, je veux répondre. Oui, mais vous allez répondre, je vous le promets. Mais pourquoi il fait ça selon vous? Vous qui le connaissez bien, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il fait ça? On s'invite lundi, on en reparle. À l'heure actuelle, je ne veux pas commenter, c'est que je pense qu'il y a des questions privées internes, parce qu'ils ne souhaitaient pas qu'il y ait un débat, qui ont pris le pas sur l'intérêt général. Mais on en reparle après. Je veux répondre à ce qu'il dit. Je souhaite que François Ruffin soit élu. Jean-Luc Mélenchon a raison quand il dit qu'il ne faut pas régler des comptes quand l'extrême droite menace. Et la troisième chose, c'était sur la métaphore de la météo. Il dit quand le vent est fort, même la girouette s'envole. Mais j'ai envie de dire aussi à Jean-Luc Mélenchon que quand le vent est très fort, le capitaine courageux, c'est celui qui fait face au vent. Et dans la Somme, là où est François Ruffin, le vent de l'extrême droite souffle beaucoup plus fort
que dans la région parisienne où l'encadrement proche de Jean-Luc Mélenchon a été élu. C'est plus facile de se faire élire quand on est candidat unique de la gauche à Paris ou dans le Val-de-Marne qu'au milieu de la Somme. Donc j'aimerais que François Ruffin soit aussi respecté dans le combat extrêmement difficile qu'il fait sur des terres difficiles. Parce qu'il est, lui, face au vent. Vraiment face au vent. Et les vrais capitaines, c'est ceux qui montent au front en première ligne, face à la mitraille, et pas ceux qui sont derrière, éventuellement à commenter. Je le dis pour que s'arrête, y compris, là c'est pas seulement dans le cas présent, toutes les méchancetés que j'entends contre François ou d'autres, ou que je reçois moi-même, même moi, ou Daniel Simonet dans des circonscriptions de duels fratricides absurdes. Des méchancetés de la part de qui? En l'occurrence, j'ai bien vu que, je sais pas quoi, Adrien Quatennens a trouvé rien de mieux à faire que de dire à François Ruffin, va rejoindre le RN. Ruffin, il est au premier rang pour essayer de gagner contre le Rassemblement national. Tout ça, ça sert à rien. En tout cas, vous parlez de lui comme d'un capitaine. Pardon? Vous parlez de lui comme d'un capitaine. Oui, pourquoi pas? Un capitaine, il y a même des grades au-dessus que capitaine. Un capitaine Boulet, du coup? Non, là, on parlait de... Ah, de François Ruffin, pardon. Capitaine Et courageux. Jean-Luc Mélenchon. Mais Jean-Luc, il a été sublime dans sa vie. Il a été celui qui a porté au plus haut des valeurs auxquelles je crois. Moi, je suis un insoumis, quoi qu'il arrive. Voilà. J'ai envie de dire, lui qui adore Albert Camus, parce que Jean-Luc m'a appris beaucoup de choses, et notamment l'amour d'Albert Camus. Camus a une phrase qui dit « Un homme, ça s'empêche ». C'est à ça qu'on reconnaît les grands hommes. Il y a un moment où il faut peut-être aussi se dire que on essaie d'exprimer l'intérêt général pour tous, et pas seulement chaque fois voir où est-ce que est son propre intérêt. Voilà, et c'est un message subliminal ou très clair que j'envoie. Jean-Luc a énormément de talent. Il peut être utile dans la période qui vient. Il peut être utile à ce que le nouveau Front populaire l'emporte. Mais il doit comprendre que sa place doit être une place qui est utile à l'intérêt général. Voilà ce que j'ai à dire. Et qu'il arrête de nous régler les comptes, c'est petit, ou d'être par moments dans des phrases qui sont inutilement blessantes ou qui ne sont pas compris par beaucoup de nos concitoyens. Jean-Luc est un génie du langage. Il peut dire des choses en étant compris par le plus grand nombre et être compris autant dans la région parisienne que dans la Picardie. Il sait faire. Donc il doit trouver les mots à l'heure actuelle qui permettent de se rassembler. De ce point de vue-là, il sera utile. Que les choses soient claires, malgré tout ce qu'il a pu m'être arrivé, il n'y aura pas de victoire d'un nouveau Front populaire ou de la gauche sans que toutes les composantes aujourd'hui de cette grande famille soient représentées, dont évidemment la France insoumise. Mais on sent que vous êtes déçu, blessé, amer de par ce qui vous est arrivé, mais on sent que vous avez encore envie quand même que ça s'arrange, que ça... Non, je ne dirais pas comme ça. Non, j'ai envie, parce que je suis un grand sentimental, que ce que j'ai pu recevoir ne m'aveugle pas sur où est l'intérêt général. La menace de ce pays, c'est l'extrême droite. Et nous ne gagnerons pas, nous ne créerons pas une dynamique populaire si le Front populaire éclate, il doit rester uni, et si le Front populaire n'arrive pas à garder toutes ses composantes. Mais pour qu'il existe, ce Front populaire, je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit pas seulement un coup tactique, mais une ligne stratégique qui continue, je l'ai vécu avec la NUPES, toutes ces composantes doivent fonctionner de manière démocratique. Personne ne doit imposer à l'autre une ligne stratégique qui fait exploser l'ensemble. Et je le dis à tout le monde. Donc là-dedans, il faut garder le meilleur de la France insoumise, et le programme de la France insoumise reste le mien. Il faut que nos amis socialistes soient pas pris peut-être par d'autres démons. Je parle pas d'Olivier Faure, mais de certains qui peut-être veulent aller faire des combinaisons avec des bouts de la Macronie, ça marchera pas. Il faut pas que peut-être nos amis écologistes, etc. Enfin, je veux dire, ça nous impose à tous, voilà. Mais on peut gagner. Les Français doivent comprendre que c'est possible. Vous voyez, on s'est peut-être tiraillé ces derniers temps, mais c'est incroyable la naissance du nouveau Front populaire en l'espace de quelques heures. Ça, c'est fidèle à l'histoire de France. C'est là où Emmanuel Macron manque de culture historique. Est-ce qu'il y a un problème? Manque de culture historique. C'est que la gauche face à la menace. Dernière question de Perico Légas. Est-ce qu'il y a un problème du trotskisme? Est-ce que le trotskisme tel qu'il est là a abîmé... Non. Est-ce que sur la dérive mélenchonienne est une dérive d'un trotskisme qui serait résurgent? Écoutez, moi j'ai été militant trotskiste. Le trotskisme, c'était le refus du stalinisme. C'était la volonté d'imaginer un socialisme démocratique. Moi, je reste fidèle à cette idée, même si je suis plus trotskiste. Mais l'idée qu'il ne faut pas qu'un appareil glacé brise les militants pour les intérêts de l'appareil. Mais ça... vous en avez été victime, exactement ça. Non, mais là, vous m'embarquez sur un autre sujet. Ah mais non, vous avez été victime du trotskisme de Mélenchon. Vous avez été victime du trotskisme de Mélenchon. Non, je viens de dire l'inverse, vous m'avez pas compris. Je dis justement que si on a compris ce qu'était ce courant de pensée, Léon Trotsky assassiné par des staliniens, c'est l'idée qu'à tout moment, en toute heure, on doit lutter pour la démocratie et contre les systèmes autoritaires. Moi, c'est ma ligne. En tout cas, vous dites Jean-Luc Mélenchon, on lui doit beaucoup, on lui doit énormément, mais il doit rester
en retrait. Non, il doit aider, mais moi je lui demande pas de disparaître, il a une intelligence qui fonctionne encore. Il doit aider à ce que l'ensemble continue d'exister, à ce que le nouveau Front populaire existe. Mais comment? Je vois pas, je comprends pas. Mais quel rôle vous voulez qu'il ait? Pardon? Exactement, quel rôle vous voulez qu'il ait exactement? Il peut continuer à participer intellectuellement, à animer... À conseiller. Je crois que c'est la Sans avoir de responsabilité autre que conseiller le nouveau Front populaire de temps en temps comme ça? Mais il veut quoi comme responsabilité par ailleurs? Je sais pas, je pense que vous le savez mieux que moi. Je sais pas. Mais vous pensez que lui, Premier ministre, c'est vraiment exclu comme on l'entend à peu près tous les 2 jours? Je crois que déjà, je suis pas sûr que lui-même le souhaite. Et puis je répète qu'à l'heure actuelle, j'ai cru comprendre que si on veut, si vous restez attaché à ce que j'ai dit tout à l'heure, que toutes les forces politiques qui composent le nouveau Front populaire soient unies et qu'on arrive à trouver une femme ou un homme qui éventuellement est celui qui les rassemble, je pense qu'à l'heure actuelle, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas le mieux placé pour être ce personnage. Et je ne voudrais pas qu'on fasse éclater cet ensemble par, je parle de lui, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Voilà, ce que je dis, c'est peut-être, ça doit nécessiter un certain cousu humain. Mais vous savez, il y a des tas de personnages qui ont du talent. On a évoqué François Ruffin, on peut évoquer mon amie Clémentine Autain, il peut y en avoir d'autres. Puis on peut parler de femmes d'ailleurs, c'est pas inintéressant qu'il y ait des noms de femmes qui soient éventuellement vus comme Premier ministre. Vous avez cité Madame Marine Tondelier, et au sein... Bon, je veux dire, à l'heure actuelle, je pense que face à la menace d'extrême droite, il faut trouver quelqu'un qui nous rassemble tous. Voilà, merci beaucoup, Alexis Corbière. Vous revenez, je crois, nous voir lundi soir. Donc peut-être que ce sera le bon jour pour se projeter. Ou alors je sécherai mes larmes. Peut-être un rôle. Excusez-moi si j'ai été un peu. Ah non, mais vous inquiétez pas. On a connu pire ces derniers jours. Merci beaucoup. Merci Alexis Corbière. Non, c'est terminé.